Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien en direct sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1 et radiograndlac.com dans votre émission Place aux associations. Vous commencez à bien connaître cette émission. Je reçois en général 2 à 3 responsables d'associations de notre territoire afin de les mettre en valeur et de mieux connaître leurs activités. En ce mardi 5 juillet, j'ai le plaisir d'accueillir Simone Jarre, responsable locale de l'ANA, l'association népalaise Avignon, ainsi que l'une de ses bénévoles, Françoise Chaban. Bonjour Simone, bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Et mon deuxième invité, qui lui ne joue pas dans la même cour, c'est Julien Breuil, responsable de Ludothèque, une jeune association que je souhaitais mettre en valeur. Bonjour Julien. Bonjour Patrick. Et encore merci de nous donner l'envie de participer à tous tes jeux de société, et vous allez voir pourquoi après. Eh bien, avant de parler bien sûr de nos 2 associations, comme à mon habitude, je vais demander à mes invités de bien vouloir nous dire quelques mots sur leur propre parcours. Je vais donner la parole d'abord aux dames. Simone, tu peux nous dire un petit peu de toi? Oui, bon écoutez, j'ai été étudiante, puis j'ai passé un concours au PTT à ce moment-là. Bien. Donc, dès le début de mon activité professionnelle, je me suis engagée dans une organisation syndicale. Donc, d'accord. J'ai milité toute ma carrière dans une organisation syndicale. Donc, j'ai été d'ailleurs secrétaire départemental pendant 25 ans. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'ai également été élue à la Mutuelle Générale. Oui. Dont j'ai été présidente pour le département de Savoie pendant aussi un certain temps. D'accord. Voilà. Donc le monde associatif, tu connais. Enfin. Voilà, le monde associatif, je connais. Voilà. D'accord. Et s'occuper des autres, je connais également. D'accord. Ok, et donc on parlera donc plus tard donc de ton association, mais donc tu es rentré dans cette association comment alors? Alors, je suis rentrée dans cette association un peu par hasard, j'allais dire, puisque nous étions des montagnards, on faisait de la montagne, et on a souhaité faire un trek au Népal. Oui. Et par l'intermédiaire d'un ami, on a connu cette association qui organisait des treks au Népal. D'accord. Voilà, donc on a fait ce trek, on a été conquis par le Népal, mais aussi très sensibilisé par la situation humanitaire du Népal. D'accord. Et ce qui fait qu'au retour, on a continué à adhérer à cette association et on s'est engagé de plus en plus d'accord. dans cette association. Bon, donc on va en savoir beaucoup plus par la suite. Et toi, Françoise, alors, tu es donc bénévole et marraine dans l'association ANA. Oui, eh bien, moi également, j'ai toujours été attirée par le bénévolat. Dans le cadre de mon entreprise personnelle, j'aidais des ateliers de handicapés. Oui. À la retraite, je ne voulais pas rester sans rien faire. Je me suis donc... j'ai quand même participé à l'organisation d'ateliers handicapés sur Saint-Alban-en-Laisse. Oui. Pendant à peu près 10 ans. Et ensuite, j'ai fait partie d'une association locale, puisque je suis de Brison-Saint-Innocent, oui. Qui s'appelle l'Unisson, et je suis la trésorière de l'Unisson. Et ça depuis 20 ans, je crois. Depuis 20 ans, voilà, oui. Cette année, donc, cette association va fêter son 20e anniversaire. Absolument. Et parallèlement à ça, je connaissais Simone et je connaissais son implication. Et en 2015, lorsqu'il y a eu ce terrible séisme au Népal, eh bien, je me suis rapprochée d'elle et elle a organisé une réunion où elle a fait participer des personnes qui rentraient du Népal et qui avaient vécu sur place le tremblement de terre. D'accord. Et depuis, eh bien, je suis restée marraine de l'association. Et lorsque je peux apporter mon aide financière, bien sûr, mais également participer à des actions. L'année dernière, on a fait
un marché de Noël à Oui. Maison Saint-Innocent Exactement, on en qui nous reparlera, a tout à permis fait. de récupérer pas mal d'argent. Bon, ben c'est formidable. Voilà. C'est ça le bénévolat. Bravo, Françoise. Et alors, je me tourne à ma gauche. Et Julien, alors, donc, toi, donc. Moi, comme présenté, j'ai travaillé, je suis formateur, voilà. D'accord. Je travaille dans le secteur médico-social. Et puis le secteur associatif, ça a été un peu un fil rouge depuis, on va dire, mon adolescence. Je me suis engagé dans diverses associations. J'ai travaillé pour le secteur associatif, pour des centres sociaux, pour la Ligue pour l'enseignement. Oui. Et puis, je suis sur Aix depuis maintenant 4 ans. D'accord. Et je me suis engagé auprès de France Bénévolat un temps, France Bénévolat Savoie. Oui. Puis, j'ai créé l'association Ludotex dont on va parler aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, ben c'est formidable. Donc, le milieu associatif, tu connais aussi. Oui, je connais. Oui. Enfin, c'est très vaste, hein, c'est un statut Bien juridique, sûr, mais bien sûr. voilà, j'en connais une partie, on va dire. D'accord. Bon, ben c'est formidable. Eh bien, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, une toute petite pause musicale et on se retrouve, chers auditeurs. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, nous sommes toujours sur Radio Grand Lac 92.1 et après avoir présenté nos invités, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler de l'ANA, Association Népal Avignon. Alors Simone, pourquoi Avignon ? Parce que cette association a été créée donc il y a 35 ans Oui. par une personne d'Avignon Ah d'accord. qui avait fait un trek au Népal, effectivement, quelques années avant, Oui. qui avait été très sensibilisé par la situation au Népal, et en particulier des porteurs. Elle avait été invitée par un porteur dans son village, Oui. et elle est retournée dans ce village, et au retour, elle a créé une association avec 4 autres personnes, Oui. donc en 1987, association qui s'est beaucoup développée depuis. D'accord. Et alors, pourquoi quelle a été plutôt sa première mission alors au Népal ? Alors les premières missions, donc c'était en 87, il y avait 2 objectifs, Oui. l'éducation et la santé. D'accord. Donc l'éducation, alors la situation du départ, c'était assez triste. Il y avait très peu d'écoles primaires, il y avait très peu d'enfants à l'école, et en particulier quasiment pas de filles. Ah oui. Et donc, d'ailleurs, même l'association a dû, pendant 5-6 ans, Oui. organiser des classes d'adultes et D'accord. qui étaient fréquentées quasiment par toutes les filles Oui. qui n'avaient jamais pu aller à l'école. D'accord. Donc, ils ont rattrapé, voilà. Donc, ça a été le démarrage au niveau de l'éducation. Donc ils ont commencé par des écoles primaires, si j'ai bien compris. Oui, ils ont D'accord. commencé par faire l'éducation, aider un peu les écoles primaires. Bien sûr. Et alors, ça se situe à quel endroit dans le Népal ? Alors, c'est sur les contreforts des Ganeshimal, c'est-à-dire c'est un massif qui se situe entre les Annapurna et l'Everest. Oui. Ces villages sont situés entre 1600 et 1800 mètres d'altitude, D'accord. échelonnés, puisque notre association couvre un canton qui comprend 27 villages. Ah oui, ça fait combien d'habitants à peu près, 27 villages ? Au départ, il y avait à peu près 8000 habitants. Oui. Après le séisme, il y a eu un certain nombre de départs, Bien puisque sûr. tout s'était effondré. Donc là, on compte à peu près 7000 habitants. Mais c'est vrai que les recensements, c'est Oui. pas comme chez nous. Bien sûr. Mais alors, une question aussi intéressante, comment on y va ? On y va donc en voiture Actuellement, donc, on prend un bus pour aller jusqu'à Dading, là, qui est Oui. une plus grosse ville. Et ensuite, on prend un 4x4. Alors, on a à peu près 4 heures de bus. Et ensuite, aux 4 heures de 4x4 pour monter dans les villages. Depuis cette année, puisque au départ, la première fois que je suis allée, il y avait 3 jours à pied pour monter. Ah oui, quand même. Et D'accord. maintenant, il y a des 4x4, donc on a à peu près 4 heures de 4x4, pardon, D'accord. pour arriver jusqu'au dispensaire, puisque la piste, depuis l'année dernière, arrive au dispensaire. D'accord, parce que, et là, en partant de Kapandou donc. En partant de Kapandou, oui, D'accord. puisqu'on atterrit à Kapandou. Voilà. Alors donc, au départ, donc, un pôle éducation, si j'ai bien Voilà, compris. oui, et les deux. Alors, c'était à petite échelle, puisque Bien sûr. l'association n'avait pas l'envergure qu'elle a maintenant. Oui. Et puis le deuxième. Alors, si on peut finir sur l'éducation, Oui. Actuellement, ensuite la situation en 90, oui, jusqu'en 2003, il y avait 90 filles et 349 garçons qui D'accord. étaient à l'école.
Ensuite, on a créé l'école secondaire. Donc, il y avait 442 filles et 744 garçons. Alors, quand tu dis créer, c'est-à-dire vous l'avez construite ou... Eh bien, l'école secondaire, au départ, elle a fonctionné dans des locaux très, très vétustes. Oui, bien sûr. Donc, et ensuite, il y a eu la construction d'un gros bâtiment qui a été financé par une autre association monégasque. D'accord. Parce que c'était un bâtiment très, très important. Bien sûr. Donc, et donc là... Vous faites quoi alors donc c'est vous qui donnez les cours? Non, vous avez des professeurs. Voilà, on a recruté des professeurs. Donc oui. En 2002, là, moi j'étais au Népal, on a recruté des professeurs oui. Qu'on finance. Alors D'accord. cette école secondaire, elle fonctionne avec des parrainages, oui. mais pas des parrainages individuels, c'est-à-dire elle parraine l'école dans son ensemble. D'accord. Actuellement, on a 105 parrains oui. qui versent 30 € par mois. Donc comme Françoise, par exemple. Françoise, elle donne... Oui, non, mais voilà. Non, mais pour... Bon, 30 € par mois ou 300 € dans l'année, voilà. Ou plus. Bon. Voilà, mais pour dire voilà, donc en fait, voilà. donc ce sont des parrains qui financent... qui permettent de payer les salaires des professeurs. Alors, le fonctionnement de l'école. Le fonctionnement de l'école, voilà. D'accord. Fonctionnement, donc on a une très belle école avec de très bons résultats. Oui. Et actuellement, en 2020, là, je vous ai amené les statistiques, là, on a 670 filles et 646 garçons. D'accord. Donc, voilà. Et alors, ces enfants, donc, ils vont sur l'ensemble des écoles. Hein. Après, sur l'école secondaire, mais également, il y a plus de filles que de garçons. D'accord. Mais cette école donc est secondaire, elle va jusqu'au bac. Elle va actuellement, au départ, elle a démarré en allant jusqu'à la 10e classe, c'est-à-dire ça correspond à la seconde. Oui. Et depuis plusieurs années, on va jusqu'au bac, enfin jusqu'à la 12e classe, c'est-à-dire l'équivalent du bac. D'accord. Et pour les meilleurs élèves et les plus motivés, il y a une autre association qui prend le relais pour leur payer des études en école supérieure. D'accord. Pour aller à la fac. D'accord. Voilà. Et si j'ai bien compris, donc depuis le temps ça existe. Il y a maintenant des élèves qui sont grands. Oui. Et il y a eu des retombées. Donc... Il y a eu des retours. Il y a par exemple un instituteur qui lui a fait ses études chez nous. Après, on parlera peut-être du dispensaire, mais le médecin, donc, on a payé les études du médecin qui est revenu aussi au village. D'accord. Là, très récemment, j'ai rencontré, puisque j'étais au Népal en avril-mai, là, oui, tout à fait. Le directeur du dispensaire d'État, qui a fait ses études chez nous, à qui on a donné une bourse pour faire ses études secondaires et qui est revenu comme directeur du dispensaire. D'accord, donc il y a un vrai retour sur investissement, on peut dire. Alors, tout ne revient pas. Hein, bien sûr. Mais bon, il y a un retour aussi. C'est intéressant, c'est toujours très motivant de voir des gens revenus au village et aider les... Bien sûr. Et tu me disais, lorsqu'on préparait l'émission, que les professeurs donc, que vous aviez recrutés, au départ, couchaient, disons, dans des cases, enfin, dans des lieux très insalubres. Voilà, au départ. Et là, vous avez eu un objectif aussi. Voilà, là, on a eu un objectif. On a construit un beau bâtiment pour loger les professeurs. Donc maintenant, ils sont logés de façon très, très, très bonne, hein, avec salle de bain, etc. Bon, ils ont des bonnes conditions de vie. Voilà. D'accord. Et alors, là aussi, donc, il y a des cours, bien sûr, de mathématiques, d'anglais. Il y a aussi des cours d'informatique. Il y a des cours d'informatique, oui. Mais est-ce qu'il y a l'électricité ? Alors, jusqu'à maintenant, jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas d'électricité. Hein, ça fonctionnait sur batterie. D'accord. Depuis 3 ans... on a eu un projet financé par la Fondation EDF d'électrification de panneaux solaires. Hein, d'accord. De solaire. Donc là, on a pu changer les ordinateurs, avoir des ordinateurs performants et tout fonctionne très très bien. Oui. Et là, tout récemment, le gouvernement est en train d'électrifier les villages, parce que jusqu'à maintenant, il n'y en avait pas. Alors, ils n'ont pas fait encore la totalité des villages, mais il y a déjà une partie qui a l'électricité sur le réseau. Hein. D'accord. Voilà. Ok. Mais sinon, les panneaux solaires permettaient de faire fonctionner donc l'école secondaire, le dispensaire, l'atelier d'artisanat des femmes, et voilà. Donc, et le logement des professeurs. D'accord. Alors donc, tu nous as parlé du pôle éducation, tu nous as dit quelques mots du dispensaire. Alors, donc il y a aussi une action pôle santé. Alors. Oui. Alors sur la santé, donc très très tôt, il a été créé un dispensaire. Au début, un peu Simple. En 2003, on a construit le dispensaire. Oui. Il y a un dispensaire qui est très très fonctionnel, hein.
qui fonctionne bien. Là, je regardais récemment les dernières statistiques. Il y a plus de 5200 consultations dans l'année. D'accord. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, donc le médecin qui est dans ce dispensaire, donc c'est un ancien élève. Voilà. Il n'y avait pas l'école à ce moment-là, mais on lui a payé ses études de médecine et il est revenu au dispensaire. Et il est médecin depuis ce moment-là. Et sa fille est également médecin maintenant. D'accord. Et elle s'est spécialisée plus sur le dentaire. Elle fait des consultations, mais aussi sur le dentaire. Ah d'accord, donc il y a un cabinet, on peut dire dentaire. Alors on a créé effectivement un cabinet dentaire qui est maintenant totalement équipé avec radio dentaire, enfin tout le matériel nécessaire. Là très récemment, j'ai encore amené des détartreurs, qu'une entreprise nous avait fourni. Oui. Bon, ce cabinet dentaire, il fonctionne. Enfin, il a été créé grâce à la Mutuelle Générale qui nous a toutes les années donné une subvention chaque fois qu'on devait acheter quelque chose. Oui. Donc, il est très performant, voilà. Et très récemment, donc, la fille du médecin a fait on lui a payé une formation. Pardon. Oui. On lui a payé une formation dentaire pour se perfectionner. D'accord. Et également, alors pour le dentaire, on a 3 dentistes savoyards, enfin même 4, puisqu'il y en a un haut-savoyard et 3 savoyards. Voilà, mettons savoyard 4, et haut-savoyard. qui vont en mission 1 mois par an. Alors 2 par 2 à peu près. Et qui font surtout de la prévention dans les écoles, qui font des soins une fois qu'ils ont fait la prévention, et voilà, et qui aident justement à la formation aussi de cette assistante. D'accord. Et en fait, donc bien sûr, à leurs frais, ils partent à leurs frais. C'est tout du bénévolat. Voilà, c'est tout du bénévolat. Alors, dans notre association, comme je suppose dans beaucoup d'autres associations, c'est tout du bénévolat. C'est-à-dire que quand on part en mission à Rigaon, on paye son billet d'avion, on paye son voyage, on paye sa nourriture. Voilà, c'est tout en bénévolat. Moi, je suis membre du conseil d'administration qui siège à Avignon. Oui. Je paye mon billet de train. Voilà. Donc, c'est vraiment totalement du bénévolat. En sachant quand même, pour être honnête, de dire que on peut le déclarer aux impôts et on a une réduction d'impôts de 66% sur les frais engagés qui ne sont pas remboursés. C'est tout à fait normal. Voilà. Et alors, pour revenir donc sur la partie dentaire, tu m'as donc fait hier une confidence d'une anecdote par rapport aux gens qui venaient donc se faire soigner. Oui, alors c'est une petite anecdote. Oui, mais intéressante. Donc, quand on était, je sais plus, en 2018, le dentiste avait fait de la prévention, avait fait venir les élèves au dispensaire, et il y avait une jeune fille qui était là et qui avait une énorme carie, un gros trou noir entre les 2 dents de devant. D'accord. Donc le dentiste, là, Michel Bergoin, s'est dit je peux pas la laisser comme ça. Donc il lui a vraiment fignolé les soins comme il aurait fait, enfin comme ça aurait été fait chez nous. Bien sûr. Et quand ça a été terminé, il a montré, lui a présenté une glace. Elle s'est regardée. Elle est restée sidérée, elle savait plus que faire. Elle a mis la main dans son sac, elle avait 2 bananes, elle a sorti une banane, elle l'a donnée au dentiste. D'accord, je veux dire, c'est gentil. Moi j'étais présente, c'était une séance vraiment très, très émouvante. Exactement. Très émouvante. Voilà, montrer que c'est formidable en fait. Oui, c'est une anecdote. Oui, mais une très belle anecdote, je trouve, tout à fait. Et alors, et toujours dans le pôle santé, donc vous avez encore évolué depuis? Eh bien, depuis, alors on avait fait également, on a créé une salle d'accouchement. Voilà. Donc, j'étais allée en 2014 en mission justement avec une gynécologue qui était la chef de service de la maternité d'Aix-les-Bains. Oui. Et effectivement, de voir la situation de mortalité infantile, de mortalité maternelle, et des conditions d'accouchement souvent à domicile dans des conditions d'hygiène déplorables. Bien sûr. Elle a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Donc on est rentré, on a demandé à faire un projet de construction d'une salle d'accouchement. On a cherché les financements. Oui. Bon, il nous fallait 17 000 euros. Donc, quand même. Oui, quand même. Et donc on a trouvé beaucoup de financements, essentiellement pour une majorité en Savoie, des entreprises, des gynécos, des membres de l'association, voilà. Et puis bon, une grosse association d'Avignon de pneumologues qui nous a aussi donné
de l'argent. Oui. Donc on a pu construire. Alors on avait donc prévu de la construire en 2015. Oui. Il y a eu le séisme. Ah oui. Donc 2015-2016, on a été bloqué. Donc elle a été construite et inaugurée en 2017. D'accord. Voilà. Mais vous avez été beaucoup touché par le séisme. Oui. Donc, Alors le Rigaon était à 30 km de l'épicentre. oui. Donc on est 90% des habitations qui ont été détruites. Oui. Toutes les écoles primaires ont été détruites. Ah oui. Il y a seule l'école secondaire qu'on venait de construire, qui avait été inaugurée la veille du séisme, Ouh le là 14. là. Elle a eu un peu de dégâts, quelques fissures, un mur de soutènement, etc. Mais on n'a pas dû la reconstruire. On a dû D'accord. réparer, mais pas la reconstruire. Donc voilà. Mais sinon, tout a été à reconstruire. Donc après le séisme, c'est vrai qu'au niveau du Népal, il y a eu une solidarité internationale assez importante. Oui. Donc les écoles ont été reconstruites, par les Australiens, certaines, par les Norvégiens, par notre association, par une D'accord. association de Monaco. Voilà, donc toutes les écoles primaires ont été reconstruites. Voilà, maintenant tout fonctionne bien, je dirais. Voilà, maintenant tout fonctionne D'accord. bien. Voilà. Et alors, tu me disais aussi qu'il y avait un troisième pôle après l'éducation, la santé. Vous êtes investi donc dans un pôle économique. Voilà, Oui. voilà. Alors déjà, on avait créé un atelier d'artisanat pour les femmes. Oui, en voilà. 2010. Hein. En 2010, oui. D'accord. On a créé un atelier d'artisanat. Bon, les femmes, ça marche plus ou moins bien. Elles font de l'artisanat qu'on vend après en France ou à Monaco. Mais la situation est un peu compliquée dans ces villages parce qu'il y a énormément d'hommes en émigration. Ah oui. Donc il y a plus de 1000 hommes en émigration, ce qui fait que les femmes, elles sont très très occupées, elles font l'agriculture, hein, elles s'occupent des enfants et souvent aussi des beaux-parents, quoi, puisque les femmes vivent dans les belles familles. Là, avec la belle-mère et le beau-père. Eh ben ouais. Ah d'accord. Très très bien. On vous ira en France aussi, hein. Ça arrive. Ouais. D'accord. Voilà. Donc ça fonctionne un peu de façon intermittente. D'accord. Bon là, je crois qu'on relance parce que en même temps que cet atelier d'artisanat, il s'est créé une association de femmes. Oui. Hein, qui effectivement s'occupait et gérait tout ça. D'accord. Ouais. Et donc là, vous avez donc maintenant mis en projet. Non, c'est même pas un projet. Je crois que c'est avancé, disons donc au niveau agriculture. Voilà. Alors là, on a un gros projet agricole qui est un projet sur 5 ans. Oui. Qui est un projet qui est très très structuré. Hein. On s'est adressé à un organisme professionnel, hein, qui a dépêché donc un ingénieur agricole dans nos villages. D'accord. Donc il y a un travail important de structuration de ce projet avec il a d'abord fait des groupes d'agriculteurs qui sont motivés par des nouvelles cultures. Bien sûr. Et c'est quoi comme nouvelle culture? Alors la nouvelle culture, c'est essentiellement le café. Oui. Le café, le thé, Oui. les plantes médicinales. Voilà. Et D'accord. une chose importante aussi que j'ai vue, qui est très bien réussie, des jardins familiaux, des jardins autour des maisons. D'accord. De façon à diversifier l'alimentation et qu'ils aient beaucoup plus de légumes. D'accord. Voilà, donc ça fonctionne bien. Et donc ces agriculteurs sont propriétaires de leur maison et de leur terre? Comment ça fonctionne? Oui, ils sont propriétaires. Alors c'est souvent des petits lopins de terre, hein, vous savez, comme vous avez tous vu les images du Népal, hein, avec les cultures en terrasse. C'est des petits lopins de terre. Et en terrasse, oui, voilà. En terrasse, souvent. D'accord. Oui. Donc c'est cultivé manuellement, hein, Bien sûr. voilà, et c'est essentiellement les femmes qui étaient. Mais alors depuis cette année, là, j'ai vu pour la première fois, il y avait 3 ou 4 motoculteurs dans les champs, qui ont été livrés par le gouvernement. D'accord, Ouais. d'accord. Ouais. Et alors donc ce projet agricole, donc avec un ingénieur agronome et un technicien agricole, donc le projet final, c'est quoi alors? Alors, on a 2 techniciens. Donc, on a embauché 2 techniciens. On a donc cet ingénieur agronome qui suit le projet. Oui. On a 2 techniciens agricoles qu'on avait embauchés déjà depuis un moment, hein, qui suivaient déjà parce qu'on avait lancé des petits projets, mais qui n'étaient pas assez structurés. Donc, voilà. Et donc, cet ingénieur, il suit, il nous fait les rapports tous les mois sur ce qui a avancé, ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, pourquoi. D'accord. Et les 2 jeunes techniciens agricoles participent, suivent le projet. Ouais. D'accord. Et donc il y a eu la création d'une coopérative. Oui, alors la coopérative agricole est créée depuis longtemps. Hein. D'accord. Depuis longtemps, ils avaient créé une coopérative. Et là, par exemple, déjà,
ils cultivaient du café, que c'est ce qu'on avait fait il y a 5 ou 6 ans, on avait déjà instauré un programme. Mais donc, ils donnent ce café à la coopérative qui vend à un négociant de Cap-Mandou. D'accord. Et ce café est très demandé. Et les négociants même se disputent un peu pour avoir le café. Alors actuellement, on n'en a encore pas beaucoup. Hein. Cette année, ils en ont fait 2 tonnes. Oui. Mais là, avec ce développement agricole, là, j'ai visité donc au mois d'avril les pépinières. Il y a 20 000 pieds de café dans les pépinières, qui vont planter, qui vont vendre. D'accord. Voilà. Donc ça prospère. Donc ça prospère. C'est suivi de très près. D'accord. Alors c'est un gros investissement parce que sur 5 ans, là cette année, on a débloqué un budget de 17 000 € quand même pour tout ça. Hein. Et alors, donc, ces subventions ou ces aides pour financer, elles viennent d'où? Eh bien, elles viennent des dons, Oui. des cotisations. Oui. Voilà. Et là, maintenant, comme maintenant on fait quelque chose de très structuré, l'ingénieur agronome, il va faire des demandes de subventions au niveau du Népal. D'accord. Au niveau des aides, voilà. Une fois qu'on est reconnu, on aura peut-être des aides, mais sinon. C'est effectivement des dons. Hein, d'accord. Donc des dons venant de France ou d'autres associations, comme tu disais tout à l'heure, de Monaco. Voilà. Non, Monaco nous donne pas de dons. Ah d'accord. Monaco fait quelques. Ils ont participé, par exemple, ils ont construit l'école. Hein, donc c'est plus qu'un don. Oui, bien sûr. Voilà. Et Monaco s'occupe d'un projet environnement qui est complémentaire au nôtre. D'accord. Hein, voilà. Mais autrement, toi, ce sont des subventions. Des subventions. Je veux dire, c'est surtout des dons et puis des manifestations qu'on fait. Alors les marchés de Noël, les repas népalais qui se font à Avignon, tout un tas d'activités qui font qu'on essaye de trouver de l'argent. Là, très récemment, j'ai participé au marché des continents. Oui, à Chambéry. À Chambéry, donc avec d'autres, parce qu'il faut dire qu'en Savoie, il y a plusieurs associations pour le Népal. Oui. Et en particulier au marché des continents, on était 8 associations pour le Népal. D'accord. Et après le séisme, ces associations, on a créé un collectif où on travaille ensemble sur un certain nombre de sujets ou de manifestations. D'accord. Voilà. Donc ça c'est très 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 bien ça, tout à fait. Ouais. Et alors combien d'adhérents? Donc on parlait de parrains tout à l'heure. On a environ 350 adhérents. Oui. Hein, dont un certain nombre en Savoie. Donc en Savoie on en a 40 des poussières. D'accord. J'ai pas trouvé mon papier pour les recompter tout à l'heure. Voilà, mais c'est toi qui les as quasiment recrutés en fait, on peut dire. Moi et puis d'autres adhérents, le bouche à oreille, voilà, parce que du village où j'habite, il y a une centaine d'habitants, on avait fait un trek. On était 7 personnes du village, quoi. D'accord. Donc, tout le monde s'est motivé. J'ai par exemple M. Fréry qui travaille beaucoup avec moi. Si j'ai bien compris, si on fait un trek au Népal, on revient et on devient, disons, parrain de l'association. Pour un certain nombre, oui. Donc, alors, chers auditeurs, partez au Népal, faites un trek avec l'ANA, puisque l'ANA organise des treks, si mes souvenirs sont bons, et après vous deviendrez parrain de l'association. C'est pas possible autrement, si j'ai bien compris. Voilà. Puis ce sont des treks très conviviaux, parce que souvent on travaille avec comme porteurs des gens du village de Rigaon. Oui. Donc il y a des relations qui sont très différentes de ce qu'on peut faire dans un trek sportif, enfin je veux dire entre guillemets, organisé par d'autres organisations. Ouais. On a beaucoup de contacts avec la population et j'avais également fait un voyage culturel où Françoise participait. D'accord. Après le séisme et c'est vrai qu'on a eu des contacts avec la population exceptionnels qu'on n'a jamais dans un voyage organisé. Je vois Françoise hocher la tête. Qu'est-ce que tu peux nous en dire alors, Françoise, de ce trek et de ce contact avec les Népalais? C'était pas un trek, c'était un voyage. C'était pas un trek. Disons qu'on a fait 2 petits mini-treks pour aller dans des villages un peu perdus. Oui. Et c'était donc au mois de novembre, je crois. Oui. Oui. Donc l'année du séisme. D'accord. Et quand on voit tous ces gens qui nous accueillent avec le sourire, et à côté de leur maison effondrée, qui dorment sous des tentes, vraiment, c'est un souvenir extraordinaire. Bien sûr. Et je remercie Simone d'avoir organisé ce voyage, parce que je voyage beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, mais c'est un des voyages qui t'a le plus marqué. Oui, qui m'a le plus marqué. Et depuis, tu es devenue marraine ou parrain, enfin bref, tu es bénévole, adhérente
de l'association. Et Anna. quand je peux participer à aider. Françoise nous aide beaucoup, oui. Tout à fait. Je l'ai vu donc au dernier marché de Noël à Brison-Saint-Innocent, où tu vendais des produits artisanaux pour l'association. Et alors, dernière question quand même. Comment vous faites là-bas? Parce que vous parlez pas népalais. En fait, quelle est la langue? Alors, la langue, c'est un pays tamang, hein, donc la langue, c'est le tamang, enfin pour les plus anciens, les jeunes, ils parlent tous le népalais. D'accord. Et les plus jeunes, ceux qui sont à l'école, parlent anglais. Hein. D'accord. Mais quand on va travailler là-bas, quand on a des missions, parce qu'on a fait quand même beaucoup de missions médicales, toutes les années, on a une équipe de bricoleurs qui vont aider à mettre en état. Donc on a un interprète, souvent on a quelqu'un qui traduit de tamang en népali et après on a un interprète qui traduit de népali en français. D'accord. Donc 2 interprètes. On a 2 interprètes parfois, souvent il y en a un parce que de moins en moins quand même il y a des gens qui parlent que tamang. Bien sûr. Voilà. Donc ça se passe bien, quoi. Super. Là, très récemment, donc, le séjour qu'on a fait, on a fait plusieurs réunions pour faire un état des lieux. J'étais avec la présidente, Lucette Pascal, là, qui est présidente depuis le démarrage. Depuis plus de 20 ans. Non. La présidente fondatrice, elle est plus présidente. Colette, tout à fait, voilà, exact. C'est une grande personnalité, mais elle est plus présidente. D'accord. Mais Lucette Pascal, qui a pris le relais depuis 2003, est présidente, jusqu'à maintenant. D'accord. Hein, donc. Alors là, on a fait des réunions, donc parce que une chose importante, la dernière, c'est que localement, il y a une association qui est parallèle à la nôtre, donc qui s'appelle Nara, et qui suit les projets, avec qui on a relation, qui est sur le terrain, qui émet ses besoins, et qui suit les projets. D'accord. Donc on a réuni tout ça, on a fait des réunions donc avec cette association, sur le projet agricole, avec le dispensaire, avec la dentiste, voilà. Formidable. Et encore bravo à vous parce que c'est du vrai bénévolat de pouvoir, disons, donc aider les autres. Françoise veut dire quelque chose en plus. Vas-y, Françoise. Je voudrais dire que j'ai adhéré volontiers dans cette association parce que je la sens organisée, structurée. Et régulièrement, on nous envoie des comptes rendus d'activités. On nous détaille vraiment où est passé l'argent que l'on a donné. D'accord. Et il y a assez peu d'associations qui font ça. C'est vrai. Pour une trésorière, c'est peu dire alors. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, si vous voulez, disons donc, en savoir plus, vous allez sur le site donc de l'ANA. Et là, vous avez toutes les informations. Et Simone, tu veux dire en plus, oui? Oui, éventuellement, ils peuvent me contacter, ceux qui sont locaux. Donc, c'est Simone Jarre. Oui. Mon mail, c'est simone.jarre@wanadoo.fr. Voilà. Et j'ai un téléphone portable, 06 87 58 74 84. Eh bien, si vous souhaitez adhérer ou avoir plus d'informations sur cette très très belle association, n'hésitez pas. Et une petite page musicale avant de parler de ludothèque. Place aux associations. Patrick met en lumière le monde associatif et les bénévoles du territoire sur Radio Grand Lac. Et oui, après avoir parlé du Népal, nous revenons sur Aix-les-Bains avec une jeune et belle association, Ludothèque. Je disais tout à l'heure ludothèque, ça c'est au niveau national, mais sur Aix, c'est Ludothèque. Et Julien va nous en parler. Alors, dis-nous tout sur cette belle association. D'abord, c'est un réseau national ou pas? Alors, on est une association qui a été créée il y a 4 ans, en 2018, et on est adhérent à une fédération, en effet, qui s'appelle l'Association des ludothèques françaises. Oui, qui a été créée en quelle année? Alors, l'Association des ludothèques françaises a été créée en 79, et il faut savoir que la première ludothèque qui a été créée en France a été créée à Dijon en 1968. Oui. Et à Los Angeles, la toute première au monde, en 1935. Voilà. Ah oui, donc ça vient des États-Unis, on peut dire. Une ludothèque, c'est-à-dire du prêt de jeu et de jeux sur place, ça vient des États-Unis. D'accord. Voilà, et en France, donc, on va dire que ça a un peu plus de 50 ans, quoi. D'accord. Et pourquoi tu as monté cette association? Par intérêt pour le jeu, parce que j'aime bien jouer, comme beaucoup de personnes. Donc, j'ai joué à des jeux de société classiques quand j'étais plus jeune, avec mes parents, ma famille, voilà, des amis. Donc, on peut citer la belote, le tarot, le Monopoly, le Scrabble, ce genre de jeu.
Et puis, vieillissant un petit peu, j'ai découvert des nouveaux jeux. Avec des enfants ? Alors, maintenant, je suis papa de 2 enfants, donc forcément, ça décuple mon goût du jeu et l'envie de jouer. Mais même avant, il y avait déjà d'autres jeux qui sortaient. Et donc, quand je suis arrivé sur Aix-les-Bains, il y a 4 ans, il n'y avait pas cet équipement culturel. D'accord. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de développer ce service public pour les habitants du territoire, pour prêter du jeu et jouer sur place. Alors, quel est le rôle donc de cette association ? Alors, les ludothèques, elles ont 3 grands rôles. Toutes les ludothèques ont ces rôles-là. Donc, il y a d'abord un rôle social, c'est-à-dire rendre le jeu accessible à tous. Voilà, c'est un lieu de sociabilité et de rencontre aussi. Donc, c'est le lien social, c'est rencontrer des nouvelles personnes. Le jeu se prête aux échanges et puis à l'intergénérationnel, à la rencontre de nouvelles personnes. Quand on lit ou qu'on va voir un cinéma, on est un peu seul. Là, le jeu, c'est vraiment, on se met autour d'une table avec 4, 5, 6 joueurs. Oui. Et donc, on va être amené à rencontrer du monde. Donc, c'est un lieu de sociabilité. C'est aussi des lieux de soutien à la parentalité, parce qu'avec le jeu, on peut faire des actions de soutien à la parentalité, des actions plutôt pédagogiques. Ça, c'est l'aspect social, on va dire. Après, il y a un rôle éducatif. Donc là, je parlais de la parentalité, mais on fait aussi du soutien à la scolarité. Parce que, en fait, quand on joue aux jeux de société, on va développer des compétences qu'on appelle aujourd'hui dans l'éducation nationale les compétences sociales. Oui. Donc ça va être se concentrer, ça va être écouter, ça va être respecter la règle, ça va être regarder, écouter, observer, analyser, respecter son adversaire. Enfin voilà, il y a plein de compétences de ce type-là. Et ça, tu l'adaptes sur Aix-les-Bains alors ? Oui, alors on est intervenu l'an dernier aux écoles Saint-Simon et Boncelin, et là cette année on va peut-être intervenir à l'école du Cierros sur du temps. C'était du temps périscolaire l'an dernier, et cette année peut-être sur du temps scolaire, puisque l'association a été agréée association complémentaire de l'enseignement public par le rectorat de Grenoble. Voilà. D'accord, très bien. Donc, et alors là, tu vois les directeurs de chaque école ? Je vois les directeurs et les équipes éducatives, et ça s'insère dans leur projet d'établissement, dans leur projet, dans leur projet éducatif en fait. Puisque le jeu en fait est un support d'apprentissage. Alors voilà, c'est pas les mêmes apprentissages, on rentre pas autant dans le détail que quand on est quand on enseigne. Oui, mais c'est complémentaire. C'est complémentaire, voilà. D'accord. C'est complémentaire, et pour certains enfants, c'est même fondamental, parce que certains enfants sont pas forcément c'est pas eux qui sont pas adaptés, mais c'est plutôt les méthodes de l'éducation nationale qui ne sont pas toujours adaptées à tous les enfants. Bien sûr, et par le jeu, on peut transmettre des messages. On peut transmettre des enseignements, des manières d'être, des valeurs, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'aspect éducatif, et puis on intervient donc en dehors des temps scolaires, mais on intervient aussi dans les structures médico-sociales. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc ça, énormément sur Aix et sur Grand Lac. Oui. On intervient à l'IME de Marlioz, à l'ITEP La Ribambelle, on intervient dans des EHPAD, donc avec des personnes âgées dépendantes ou non. D'accord. Voilà, des enfants en situation de handicap, des adultes en situation de handicap, à l'APF, au foyer d'accueil médicalisé, les Hirondelles. Oui, voilà, derrière le Zander. Oui. Donc il y a tout un aspect éducatif, et puis une troisième fonction, un troisième rôle des ludothèques, c'est un rôle culturel, puisque en jouant, en fait, on va découvrir des nouvelles cultures, puisque quand je joue à la Wallet, je vais peut-être m'intéresser à l'Afrique de l'Ouest. Quand je joue au Molki, je vais peut-être m'intéresser aux pays nordiques, à la Finlande, puisque c'est originaire de là-bas. Donc en fait, il y a des jeux du monde entier. Il y a des jeux du monde entier. D'accord. Il y a des jeux. Alors la France est assez prolixe en la matière, et on a pas mal d'auteurs de jeux, et on diffuse beaucoup de jeux en France, mais je veux dire, historiquement, il y a des jeux qui proviennent de pays bien marqués. Oui. Et donc, c'est aussi une porte ouverte vers d'autres cultures, vers d'autres pays. Bien sûr. Voilà. Et il y a un aspect culturel en tant qu'objet aussi, parce que, au même titre qu'une bibliothèque ou une médiathèque, il y a un rôle de conservation, de patrimoine et de découverte de jeux anciens ou de jeux du monde. Bien sûr. Et alors, quelles sont les valeurs alors donc de ludothèque? Alors, les valeurs de ludothèque, c'est comme toutes les ludothèques. Les valeurs, c'est vraiment de rendre le jeu accessible à tous, sous toutes ses formes, pour découvrir la diversité des jeux existants. C'est faire découvrir tous les potentiels du jeu dans les démarches éducatives. Donc là, je viens un peu d'en parler, dans les apprentissages scolaires, fonction parentale, en lien avec le secteur médico-social. Et puis, il y a tout l'aspect interculturel et intergénérationnel, le lien social. Ça, c'est les valeurs qui nous animent. Et puis aussi, faire prendre conscience aussi aux parents et puis aux familles de manière générale, l'importance du jeu dans le développement moteur, psychologique et relationnel de l'enfant. Parce qu'en fait, l'enfant se construit à travers le jeu. Avec ses parents, seul, mais en fait, toute l'enfance, et l'enfance, je dis...
pas 0-3 ans. Bien c'est de sûr. 0 à je sais pas quel âge, 107 ans. Mais toute notre vie, on se construit aussi grâce au jeu, a fortiori les enfants jusqu'à l'adolescence. Et maintenant, les neurosciences et les médecins ont montré que l'importance du jeu dans le développement moteur, psychologique et relationnel de l'enfant et de ses apprentissages. D'accord. Et alors, et les outils que tu as donc à ta disposition? Oui. Que vous avez, parce que tu es pas seul. Non, on est une association. Bien donc, sûr. alors, on est une petite association. On a une quarantaine de familles adhérentes. Mais D'accord. on touche à peu près, je dirais, 300-400 personnes environ par an avec nos animations. Oui. Donc, c'est la première action qu'on mène. On fait des animations hors les murs dans tous les quartiers d'Aix-les-Bains et puis dans d'autres communes alentours, D'accord. soit pour des animations en après-midi, en matinée, en soirée-jeu, sur des kermesses, des temps festifs. Oui. Et alors, quand tu fais des animations, tu m'as expliqué que tu as 2 styles d'animation. Oui, c'est-à-dire que soit on intervient, on nous demande vraiment du jeu loisir, ou alors on nous demande des jeux un peu plus si on est en lien avec des structures éducatives spécialisées, médico-sociales ou éducation nationale, on peut amener des jeux avec une petite finalité plus ou moins pédagogique. On peut mêler les deux. Hein. D'accord, d'accord. Et ce sont tes bénévoles qui, donc, toi, bien sûr, et tes bénévoles qui amenaient les jeux, qui expliquaient. Oui, on arrive à 2 en général, on vient animer en binôme toujours. Oui. Après, on a une ludothécaire indépendante qu'on rémunère ponctuellement dans l'association. Oui. Mais on intervient souvent en binôme, parfois à 3 sur des gros événements ou plus si besoin. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les animations hors les murs. Après, on fait des soirées-jeux famille. Oui. Et des soirées-jeux qu'on appelle experts avec des jeux un peu plus denses et plus longs. D'accord. Ça, Quelle est la différence alors? Les soirées-jeux famille, donc c'est des jeux qui sont ouverts à tout public, donc de 0 à peu importe les âges, peu importe son niveau de connaissance des jeux ou son amour pour les jeux. Les jeux experts, vaut mieux commencer, vaut mieux pratiquer des jeux depuis un certain temps pour y aller, parce que ça va être des jeux avec des règles un peu complexes. Il va falloir lire des livrets de règles assez longs, beaucoup de choses à manipuler. Et ça va pas être des jeux d'1 quart d'heure à 1 heure. Ça va être des jeux de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire plus. Je dirais même c'est pour des addicts, pratiquement. Oui, alors dans le bon sens du terme. Oui, voilà, c'est des geeks, des geeks du jeu de société, des addicts, dans le bon sens du terme. Et en général, on ouvre ces soirées-là à partir de 12-14 ans. D'accord. En dessous, c'est compliqué. Et ça, vous le faites dans quels endroits alors ça, c'est à la résidence Joseph Fontanet, 95 boulevard Le Pic à Aix-les-Bains, tous les vendredis soirs, hors vacances scolaires. D'accord. De 18h à 22h pour les soirées-jeux famille et de 19h à 23h, il y a un petit décalage d'1 heure pour les soirées-jeux experts. D'accord. Et les gens donc viennent, payent une cotisation, non? Alors c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Après, si les gens reviennent, on leur demande d'adhérer bien sûr, pour soutenir le projet associatif. Mais en tout cas, c'est ouvert à tous gratuitement. D'accord. Toute l'année. Et il y a beaucoup de jeux quand même? Alors, on a un stock de 500 à 600 jeux environ. Oui. Qui partent, ça part dans tous les sens. Des jeux de stratégie, des jeux d'assemblage, des jeux de règles, différents types de jeux qui se jouent seuls à 8, 12 joueurs en fonction des supports. D'accord. Et alors, ça me fait penser, il y a quelques années, j'étais sur Cannes, avant le festival de Cannes, et j'étais rentré dans un très grand hall où il y avait le salon des jeux internationaux. Oui. Il y avait des milliers de personnes dans ce salon. Oui. T'as pas l'idée de faire la même chose, comme le festival du cinéma à Aix, de faire le festival du jeu? Non, on n'a pas cette prétention. Non, mais quand même. Non, mais le Festival international des jeux de Cannes, c'est en effet un grand festival qui a été créé en 1986, qui se déroule au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Donc c'est un ancien un vieux festival et qui a regroupé la première année plus de 10 000 visiteurs. Aujourd'hui, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on a au moins doublé, voire triplé le nombre de visiteurs sur 3 jours, et je dirais même peut-être davantage. Oui. Et la particularité de ce festival international, donc, c'est que depuis 1988, il décerne un label qui s'appelle l'As d'Or, et qui récompense, entre guillemets, le Graal du jeu de société chaque année par des catégories d'âge et plutôt experts, plutôt famille, plutôt enfants. Là, qu'est-ce que tu peux nous en dire là de ce As d'Or? Je peux en dire qu'il y a un Aixois qui s'appelle Adrien Essling, qu'il a remporté en 2020. Oui. Donc c'est quand même assez exceptionnel et à noter. D'ailleurs, d'autres médias en avaient fait l'écho, mais donc c'est quelqu'un qui avait fait son premier jeu de société avec son frère et qui a remporté la plus grande récompense du jeu de société la première année où il a créé un jeu de société. D'accord. À Cannes. Et ce que je peux en dire, c'est qu'il y a d'autres festivals comme le festival d'Essen en Allemagne et qui aussi récompense d'autres jeux. Oui. Et donc quand vous achetez vos jeux, regardez peut-être,
dis pas d'acheter que ces jeux-là, mais regardez les As d'or et les Spiel des Jahres, les jeux de l'année en allemand, ça vous orientera sur des valeurs sûres du jeu de société sur lesquelles vous pouvez pas vous tromper. D'accord. Mais quand je t'interrogeais sur un festival sur Aix, tu l'as lancé quand même. Alors, on a lancé. Tu en as lancé un ? Oui, on a lancé l'an dernier un festival qui s'appelle Aix en jeu au Centre des Congrès. On a accueilli plus de 250 personnes dans le hall du Centre des Congrès. D'accord. Voilà. Alors nous, on n'a pas du tout vocation à devenir des énormes festivals comme ça, mais l'idée c'est de regrouper tous les acteurs ludiques du territoire sur cette journée-là. Oui. Donc on avait des associations ludiques comme nous, comme la SAWAC qui fait des jeux de plateau, des jeux de rôle. On avait les Belles Histoires et les Shops des Jeux qui sont les commerçants des jeux de société et des jeux enfants sur Aix-les-Bains. Oui. On avait les jeux grands ouverts, Stéphanie Berthaud qui est ludothécaire indépendante et qui avait fait une ludothèque éphémère. D'accord. On avait les Lucioles, l'association Luciole qui collecte des jeux et des jouets pour les enfants qui sont hospitalisés sur le territoire. Et puis on avait réussi à faire venir, il y avait d'autres personnes, il y avait des auteurs de jeux. Donc mais alors voilà, tu m'avais dit qu'il y a des auteurs de jeux sur Aix en fait, des créateurs. Voilà, donc là je parlais d'Adrien Estling qui a remporté l'As d'or 2020. Là je vous ai apporté quelques jeux de Alain Brobecker. On va jouer après. Voilà, qui est un ancien prof de maths et qui aujourd'hui vit de sa création de jeux et qui a créé beaucoup de jeux. Donc il a d'abord travaillé pour Djeco, qui est plutôt un éditeur de jeux pour les enfants, et maintenant pour un éditeur de jeux qui s'appelle Smart Games, qui sont des jeux évolutifs et qui sont, je vais pas dire c'est pour adultes parce que c'est aussi pour enfants, mais c'est des jeux évolutifs avec des challenges. D'accord. Et voilà, ça marche très bien. C'est des super jeux que je recommande vivement à tous les auditeurs. Donc si j'ai bien compris, tu es prêt à refaire un festival alors ? On est prêt à refaire un festival. Donc là, on est en lien en ce moment avec la mairie pour voir si le centre des congrès est de nouveau disponible en novembre, mais ça a l'air un peu compliqué. Donc on va peut-être chercher d'autres salles. Donc s'il y a un auditeur qui m'entend et qui a à disposition une grande salle pour accueillir minimum 100 personnes, nous sommes preneurs. Il y a plusieurs salles autour d'Aix-les-Bains. Oui. Il y a Brison-Saint-Innocent, il y a Grésy-sur-Aix, il y a Drumétaz, il y a La Biole. Donc il faut juste les contacter. Exactement. Voilà. Je pense que Radio Grand Lac peut être intéressé d'aider, donc le festival Aix en jeu. donc Aix en jeu. Donc superbe. Alors par contre, j'avais quand même une autre question parce que il y a une concurrence avec les jeux vidéo. Alors, nous, on voit pas ça comme une concurrence. Au contraire, c'est complémentaire. Déjà, les jeux vidéo, ça a mauvaise presse de manière générale. Oui. Plutôt auprès des parents et des grands-parents que des enfants. Bien sûr. Alors qu'en fait, ça développe aussi des compétences sociales et ça apprend aussi des choses. Mais par contre, c'est vrai que c'est une pratique qui doit être encadrée. Parce qu'on risque de manquer de sommeil, on risque d'avoir mal aux yeux, mal aux oreilles, d'être addictif à ce type. Donc il y a en effet un encadrement à mener. Et on est, Ludothèque, c'est ambassadeur pédagogue. Donc on est référent sur le territoire d'une association nationale qui est aussi membre de l'association des ludothèques françaises. D'accord. Et qui justement diffuse un savoir scientifique avec une parole équilibrée sur les dangers et les méfaits du jeu vidéo, mais aussi ses atouts et ses bienfaits. Donc il ne faut pas diaboliser les jeux vidéo, il faut encadrer la pratique. Il y a maintenant des achats intégrés, donc il y a des parents qui nous contactent parfois en disant j'ai eu une facture auquel je ne m'attendais pas en fin de mois, c'est mon enfant qui m'a pris ma carte bleue, qui l'a rentrée dans son jeu vidéo et qui a maintenant des super raquettes de tennis, que de billard ou glaive magique, et donc il faut faire attention sur l'argent et puis sur le temps de jeu, éviter de jouer trop tard le soir, éviter de jouer seul dans sa chambre. Et moi, s'il y a des parents ou des grands-parents qui m'écoutent, je les invite vraiment à s'intéresser aux jeux vidéo de manière générale, aux jeux vidéo que font leurs enfants ou leurs petits-enfants, et même à jouer avec eux, c'est le meilleur moyen de finalement pouvoir l'encadrer sereinement. D'accord. Et alors, pour faire partie de ton association, comment fait-on ? Le plus simple, c'est de venir à une soirée jeu pour voir si ça plaît ou pas. Bien donc sûr. plutôt famille. D'accord. Donc il y aura toutes les prochaines dates à la rentrée, mais ce sera de toute façon tous les vendredis soirs au même lieu et aux horaires que j'ai indiqués. Donc à la résidence Joseph Fontanet, 95 boulevard Le Pic, de 18h à 22h. Et puis après, les personnes, si elles le souhaitent, peuvent adhérer, soit en ligne, soit par un formulaire papier pour adhérer et éventuellement après devenir bénévole et s'engager au sein de l'association. Et il peut y avoir des associations qui pourraient créer des ateliers de jeux.
Ah oui, il y a plein d'autres associations. On n'a pas le monopole du jeu comme les associations de solidarité internationale n'ont pas le monopole du cœur. Bien sûr. Donc, bien sûr, on peut tous créer du jeu. Nous, notre projet, là, tout à l'heure, j'ai parlé de nos objectifs et de notre raison d'être, mais c'est vrai que le projet qu'on porte, c'est vraiment ouvrir une véritable ludothèque à Aix-les-Bains ou sur une ville avoisinante, puisque le constat qu'on a fait quand on a créé l'association, c'est qu'il n'y en avait pas sur le bassin de vie. D'accord. Et pour nous, c'est un véritable service public, un nouveau service public culturel de proximité qu'on souhaite proposer aux familles et aux professionnels, écoles, structures médico-sociales, pour qu'ils puissent emprunter. D'accord. Voilà. Et comme je disais, en fait, quand je parlais d'associations, des associations qui viennent emprunter des jeux dans ton association, bien sûr. La finalité, c'est en effet de prêter pas uniquement aux particuliers, aux familles, mais de prêter aussi aux professionnels, familles, écoles, structures médico-sociales, autres associations, je ne sais pas, type accueil de loisirs ou autres. D'accord. Tout type d'association, tout type de structure. Et voilà. Mais aujourd'hui, alors, tu prêtes les jeux, tu as un local pour... Alors, on a la salle qui nous est mise à disposition pour nos soirées jeux par la mairie à la résidence Fontanet. On a un petit bureau administratif à la maison des associations, mais on est à la recherche, je fais un deuxième appel, du coup j'en profite. Donc on cherche un local dédié avec une superficie suffisante et accessible, parce qu'en fait le problème d'une ludothèque, c'est que ça nécessite quand même pas mal d'espace, puisque ce n'est pas que du prêt de jeu, c'est aussi du jeu sur place. Et c'est pas... c'est pas une halte garderie. Les enfants ou les grands-parents peuvent pas venir déposer leur enfant et s'en aller. L'idée, c'est qu'on joue ensemble, c'est créer du lien. Donc, il nous faut des espaces de jeu de stockage, un peu d'administratif et des espaces de jeu dédiés. Il y a souvent dans les ludothèques un espace de jeu d'éveil pour les tout petits, un espace de jeu symbolique où on va jouer à la dinette ou à des jeux similaires, de simulation, on va dire, on appelle ça aussi comme ça. Et puis, un espace de jeu de règles. Quand je dis jeux de règles, c'est les jeux qu'on connaît, là, ceux que je vous ai rapportés qui sont dans des boîtes. Où on se pose autour d'une table et on joue ensemble. Mais ça nécessite quand même un espace assez conséquent et c'est pas simple à trouver. D'accord. Voilà. Bon, et bien donc, chers auditeurs, si vous avez un espace assez grand, n'hésitez pas donc à contacter Ludotex. Ludotex.org, c'est le site. Et puis voilà, sur Internet et sur Facebook, vous trouverez nos coordonnées sans problème. Superbe. Moi, je vais juste terminer par 2 phrases que j'ai non pas inventé, mais que j'ai lu sur le site internet de Ludotex. L'homme ne cesse pas de jouer quand il devient vieux. Il devient vieux quand il cesse de jouer. Et une de Nietzsche, chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. Ça laisse réfléchir, hein? C'est beau ça, bravo. Eh ben vraiment merci, parce que grâce à vous, on a pu faire une émission sensationnelle sur Radio Grand Lac, fréquence 92.1. Donc je voudrais encore vous remercier, mes 3 invités, Simone, Françoise et Julien, de m'avoir aidé à préparer et animer ce direct. Vous pouvez, chers auditeurs et auditrices, nous retrouver sur la chaîne YouTube radiograndlac.com. Merci pour votre écoute. Prochain rendez-vous le mardi 30 août avec de nouvelles et belles associations du territoire Grand Lac que nous mettrons en valeur. Très bonnes vacances et continuez à nous écouter sur Radio Grand Lac 92.1 FM et radiograndlac.com. N'oubliez pas ce soir à 17h l'émission 1 heure, une commune qui nous emmène à Grésy-sur-Aix avec la Sège, et à 18h30 l'émission Sportez-vous bien avec Damien qui va nous parler de paddle. À bientôt.